Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, on se retrouve ici sur Instagram à 21h pour parler de l'accouchement à domicile. Et j'ai reçu déjà quelques questions sur la page Facebook, donc le temps que vous arriviez, je vais en profiter pour répondre aux questions qui étaient sur Facebook. Et bien sûr, vous pouvez poser vos questions d'ores et déjà ici. Donc les questions sur Facebook, je regarde sur mon ordinateur pour pouvoir y répondre. Et il y en avait quelques-unes. Alors, où trouve-t-on une sage-femme prête à faire des accouchements à domicile à n'importe quelle heure du jour et de la nuit? J'adore cette question. Et c'est clair que c'est assez impressionnant parce que c'est cette profession, quand on l'exerce comme ça, en faisant de l'accompagnement global, donc des naissances à domicile ou même en plateau technique, il faut être hyper disponible jour et nuit. Et c'est vrai que 24/24, 7 sur 7, après ça dépend si on suit beaucoup de mamans et si effectivement on a des dates de terme à peu près tous les mois. Et là, il faut se tenir prêt à partir de la 37e semaine d'aménorrhée, la 37e semaine, jusque au terme, voire on peut attendre encore une, deux journées maximum. Parce qu'après on est obligé de faire prendre le relais à la structure hospitalière s'il y a un bon dépassement de terme. Mais en tous les cas, oui, il faut une énorme disponibilité. Alors, où est-ce qu'on trouve des sages-femmes qui accompagnent? Il faut savoir qu'il n'y en a qu'une soixantaine en France. C'est très très peu. Donc, on peut... moi, ce que je vous recommande, parce que ça a tendance à bouger aussi, c'est 60 sages-femmes. Il y en a qui finissent d'exercer ou qui arrêtent, qui font des pauses, etc. par rapport justement au fait de devenir maman. Parce que comme on est obligé d'être disponible 24/24, quand on devient maman, ça devient compliqué. Donc le mieux, c'est encore de téléphoner à une sage-femme libérale. Vous pouvez passer par le site de l'ANSFL, Association nationale des sages-femmes libérales. Il y a une liste de sages-femmes libérales. Donc vous choisissez celle qui est la plus proche de chez vous et vous l'appelez, vous lui demandez qui pratique l'accompagnement global dans votre coin. Et parce que peut-être qu'il y a une sage-femme qui vient de s'installer, qui pratique, et voilà, ça peut changer. Mais c'est vrai que c'est pas évident en France en tous les cas. Alors, il y avait une autre question aussi. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je regarde au fur et à mesure si vous en posez aussi ici. Je regarde sur Facebook. Il y a une autre question qui m'a été posée. Et comment gère-t-on les autres enfants de la famille sans les traumatiser avec une naissance à domicile? Ça, c'est une question qui est aussi beaucoup posée quand on attend évidemment un deuxième enfant parce qu'on se demande toujours comment ça va se passer avec le premier. Et c'est une question qui est hyper personnelle en fait, parce qu'elle est très enfant dépendante. Ça veut dire que votre premier, suivant l'âge qu'il a, suivant euh, si vous arrivez à discuter avec lui, s'il est assez grand pour discuter, d'essayer de voir avec lui comment il se sent par rapport à ça, de lui expliquer que effectivement la naissance euh, il y a plusieurs stades, plusieurs étapes, et que c'est peut-être pas forcément évident pour lui de voir toutes ces étapes-là, même si la naissance est magnifique. Euh, dans la globalité, c'est pas toujours évident de voir sa maman vivre ces différentes étapes. Donc, je pense que quand ils sont assez grands, et c'est bien de leur, voilà, de pouvoir échanger, dialoguer avec eux, leur en parler, pour voir comment eux, ils ont envie de voir les choses, comment ils imaginent la naissance, et finalement, ils vont vous le dire. Ils vont vous dire, bah moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien voir quand bébé est là. Et c'est pas forcément au moment de l'expulsion, au moment des contractions, voilà. Donc je pense faut bien en parler avec eux. Et s'ils sont plus petits, alors moi je pense que ça serait intéressant, mais après c'est pareil, c'est chacun voit et fait comme ça lui semble le plus juste possible, hein. Mais de mon expérience, en tous les cas, pour les couples que j'ai suivis, alors soit les enfants étaient emmenés dans une autre maison, un autre domicile pour être gardés,
soit ils étaient présents, mais il y avait toujours une personne pour s'occuper de l'enfant. Parce qu'en fait, la maman, elle est tellement dans sa bulle et dans tout ce qui se passe, et c'est quand même super fort. C'est compliqué de gérer d'autres enfants. D'ailleurs, bien souvent, le travail commence, les contractions commencent quand on a couché les enfants le soir. Une fois qu'ils ont couché, bordé et qu'ils s'endorment, en général, les contractions arrivent. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on a besoin d'être vraiment tranquille, sereine, apaisée, posée. Et là, du coup, souvent, les contractions se déclenchent. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse quand même s'occuper de l'enfant s'il se réveille, l'accompagner, le sécuriser. Voilà, je pense que c'est important. Mais après, il y a plein d'expériences différentes parce qu'il y a plein de familles différentes. Et voilà, je pense que tant qu'on peut, c'est important de pouvoir en discuter en tous les cas avec l'enfant, si c'est possible. Financièrement, qu'est-ce qui est pris en charge? Sécurité sociale, qu'est-ce qui est en dépassement? Et évidemment, ça dépend aussi de la mutuelle. Alors, la prise en charge d'un accouchement à domicile, c'est un peu plus de 300 €. Il faut savoir que c'est pas énormissime parce qu'on passe beaucoup d'heures avec la maman. Je dis la maman, mais évidemment, je parle du couple, de la triade, la famille, etc. Mais je simplifie en disant la maman. C'est beaucoup d'heures, et c'est un forfait, surtout, c'est 300 €. C'est-à-dire que ça comporte tout le travail, la naissance et le postpartum immédiat. Donc, j'ai mon chat qui vient. Donc, du coup, c'est un forfait. Tout ça, c'est un forfait. Et donc, c'est très peu payé. Très, très peu payé par la Sécu. Ah. Euh, donc, on a du mal à vivre de ça en étant sage-femme. Donc, beaucoup de sages-femmes libérales pratiquent des dépassements d'honoraires, du coup, pour les naissances à domicile. Il y en a certaines qui vraiment se font un point d'honneur à pas faire de dépassement d'honoraires pour que tout le monde puisse y avoir accès, parce que c'est vraiment pas évident de débourser ces dépassements-là, qui sont pas pris en charge du tout, et je connais pas de mutuelle qui prend en charge non plus les dépassements d'honoraires. Peut-être que ça a bougé, mais je suis pas sûre. En tous les cas, à chaque fois qu'il y a eu des demandes, il y a eu des rejets. Donc voilà. Ça peut aller de 400 à plus de 1 000 € suivant où on est en France. Donc à Paris, ça sera plutôt 1 000 € de dépassement d'honoraires. Dans le Var, on va compter à peu près, et encore ça dépend où on est, si c'est une grosse ville ou pas, si c'est... Mais ça va d'à peu près, on va dire 300-400 jusqu'à 1 000 € à peu près en France en tous les cas. Donc c'est vrai que c'est un budget. On est bien d'accord avec ça, c'est un vrai budget. Euh, du coup, je reprends la question. Voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. La bulle de Lou qui me dit: avez-vous fait vos études en France? Je dis cela car avec le refus de redoublement de médecine, ça devient vraiment extrêmement compliqué. Alors moi j'ai fait mes études en Belgique. J'ai fait mes études en Belgique et j'avoue, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau parce qu'en Belgique, quand je suis arrivée en 2001, il y a des maisons de naissance. Il y a des accouchements à domicile et il y a même des assurances pour les sages-femmes parce qu'en France, c'est pas le cas pour les naissances à domicile. Donc moi, ma prof venait d'ouvrir une maison de naissance à côté de l'hôpital et de l'école, qui s'appelle d'ailleurs l'Arche de Noé à Namur en Belgique. Donc moi j'ai été baignée dans cet accompagnement global, et c'est vrai qu'on cette école-là, et je suppose que c'est à peu près pareil en Belgique en tous les cas, était très portée sur l'aspect humain de l'accompagnement. C'est vrai que dans d'autres endroits, dans d'autres pays, ça peut être très technique. Et là, ils étaient plutôt voilà, au niveau de l'humain. Pour vous expliquer et vous donner un petit exemple, quand on pose un monitoring pour écouter le cœur du bébé
et voir les contractions. Si on posait le monitoring avant d'avoir dit bonjour au bébé, on était pénalisé dans nos notes, dans notre évaluation. Donc c'était important évidemment de... Obi-Wan, t'es gentil mon chat, mais hop, je te mets de côté. On était pénalisé, donc il y avait vraiment quelque chose de très... Enfin, cette philosophie et les valeurs qui étaient en tous les cas les leurs m'ont plu parce qu'elles se rapprochaient des miennes et ça me plaisait vraiment. Donc après, en Belgique et comme en France d'ailleurs, pour les 60 et quelques sages-femmes libérales, on est seul pour les accouchements. En maison de naissance, elles aiment bien être 2 sages-femmes. C'est une organisation, mais bon, comme je le disais aussi, en sage-femme libérale, et comme c'est très peu payé, être 2 sages-femmes pour une même naissance et se partager les 300 € pour ce forfait est énorme. Ça commence à devenir plus du tout rentable, et surtout par rapport au sacrifice personnel que l'on fait, c'est-à-dire de se couper presque de nos vies, parce que quand on peut même pas aller au cinéma parce que ça capte pas le téléphone, ou on peut pas aller à la piscine avec son gamin le dimanche matin parce qu'on a peur que la maman appelle et qu'elle est rompue ou qu'elle contracte et qu'on soit pas là, bah du coup voilà, c'est énorme comme disponibilité et comme je dis sacrifice, j'appelle pas ça un sacrifice parce que c'est un choix, mais en tous les cas on sait que on met de côté pas mal de choses au niveau personnel et familial. J'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me dire si c'était ça que tu voulais entendre. Enfin, cette réponse-là que tu voulais. Je regarde vos questions. Ok. Y a-t-il des pays plus ouverts à l'accouchement à domicile, hormis celui que vous avez évoqué dans votre livre? Oui, bien sûr. Les accouchements à domicile, tu es au Canada, en Suède, Suisse. En fait, c'est surtout en France. En France, on se bloque vachement. C'est vraiment pénible. Il y a un vrai blocage. Il y a un vrai blocage au niveau assurantiel, c'est-à-dire que on a une obligation d'être assuré quand on pratique des accouchements à domicile, ce qui est logique. Seulement, les assureurs nous proposent des assurances complètement hallucinantes. Elles nous proposent un tarif qui dépasse notre salaire annuel, quoi. Je veux dire, ça devient complètement aberrant. Complètement aberrant. Donc, on peut évidemment pas payer l'assurance, et donc, du coup, on est obligé de travailler sans assurance. Et c'est un vrai piège. C'est un vrai piège, malheureusement, en France, de dire que on a le droit d'accoucher où on veut et avec une sage-femme à domicile, alors que on nous donne pas la possibilité de nous assurer. Donc en fait, on nous met, nous, en tant que sage-femme, dans une situation hyper malsaine et illégale. En fait, on est dans l'illégalité, c'est dingue. Et on fait croire aux parents qu'ils peuvent accoucher n'importe où. Alors, vous pouvez accoucher n'importe où. On peut en tant que femme, mais pas avec une sage-femme. Voilà, donc c'est complètement aberrant. Donc en fait, ça prône plutôt les ANA, les accouchements non assistés, plus que des accouchements assistés, puisque rien n'est fait pour accompagner les parents dans leur désir d'avoir des enfants à domicile, ce qui est vraiment une grosse aberration. J'espère que vous me voyez bien, parce qu'il y a une toute petite lumière. Je vais baisser ça. Hop, vous voyez la déco derrière pour l'anniversaire de mon fils qui a eu 3 ans, mon petit rodoudou. Je ne trouve pas ça onéreux du tout, vu le travail énorme de la sage-femme. Oui, bien sûr, mais il y a plein de couples, de familles qui galèrent. Moi, je me souviens très bien d'un jeune couple que je suivais, et d'ailleurs j'étais en binôme avec une autre sage-femme libérale à ce moment-là. C'était une époque où j'ai travaillé, on travaillait à 2. Ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai fait l'expérience.
Et, euh, et ce couple-là, le jour où ils ont voulu me payer, en fait, ils sont arrivés avec une enveloppe avec plein de petites pièces. Et elle m'a dit que ça faisait presque toute la grossesse qu'ils avaient mis cet argent-là. Ça m'a fendu le cœur. Je me suis sentie hyper mal. Alors bon, moi j'ai un réel problème euh, avec l'argent. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal parce que comme on fait un métier vraiment au cœur de l'humain, j'ai beaucoup de mal à me faire rémunérer pour ça parce que j'ai tellement l'impression que c'est naturel que c'est difficile. Alors là, quand j'ai su que c'était un sacerdoce, ce dépassement d'honoraires pour eux et qu'ils avaient mis toutes les petites économies, j'ai vraiment, je me sentais super mal. Donc, je pense qu'il y en a qui vraiment qui galèrent. C'est vrai que je trouve que c'est injuste que tout le monde puisse pas y avoir accès à cause de ça, et en même temps, c'est injuste pour les sages-femmes qui le pratiquent, et c'est aussi beaucoup la motivation baisse très vite en fait quand on sent qu'il n'y a pas de valorisation financière. Ça serait bien que ça ne vienne pas directement des parents, cette valorisation financière, mais plutôt de la prise en charge au niveau de la sécu, mais c'est pas le cas. Donc oui, voilà. Je me mets autant à ma place en tant que sage-femme que autant à la place des parents. C'est vrai que c'est dur. Merci beaucoup pour la réponse, c'était génial et c'est justement ce que je recherche dans la formation. Oui, c'est vraiment pas évident du tout, du tout, du tout en France, je répète, en France. Qu'est-ce que j'aimerais bien que ça se débloque cette situation. Ça fait très longtemps que ça bug, hein. Très très longtemps. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'accouchement à domicile à me les poser. Je regarde, je crois que j'ai répondu sur Facebook. Il y avait des questions aussi. Je regarderai. Encore une fois, on est en retard en France sur tout qui, tout ce qui tourne autour du naturel. Alors, oui, on est d'accord. Je crois que ce qui est dommage, c'est cette non prise en considération de l'être humain, en fait, au niveau de tout ce qui est médical d'ailleurs. Pas qu'au niveau de la périnatalité, mais au niveau médical. On a une image du corps, de la pathologie, on a tendance à plutôt corriger et à vouloir ou amputer ou enlever, supprimer des symptômes plutôt que de guérir, de soigner, de prendre soin, de faire de la prévention. Et c'est une médecine assez particulière. Je crois que c'est évident que c'est important qu'on ait une technologie qui soit plus avancée, des connaissances qui soient aussi importantes pour une prise en charge médicale dans l'urgence en tous les cas, mais je pense que vraiment on devrait prendre du recul sur la globalité de l'être humain, que ce soit pas symptomatique et qu'on parle pas d'un endroit seulement. Le corps il fonctionne dans sa globalité, donc c'est ça que j'ai trouvé en Belgique en fait par rapport aux femmes enceintes qui ne sont, on est d'accord, pas malades, mais on parle pas d'utérus, on parle de tout l'ensemble, de toute la physiologie du corps, toute cette alchimie sur les différents plans, pas que physique, mais évidemment psychique, émotionnel, mais aussi énergétique. Enfin voilà, on est tellement, et c'est tellement un mystère aussi le corps humain. Je pense qu'il faut rester vachement humble sur nos connaissances et essayer de ne pas faire de tort. Voilà, surtout quand on intervient. Et malheureusement, en France, on a tendance à faire du tort quand on intervient. Euh, parce qu'on n'y va pas avec de la cuillère, quoi. Voilà. On a un souci, il faut enlever. On enlève. Peu importe la façon dont on va l'enlever, mais on enlève. Seulement, effectivement, il y a plein d'effets iatrogènes, il y a plein d'effets du fait de cette médicalisation, ça va engendrer quelque chose, des ondes de choc, quoi, comme un caillou dans une flaque d'eau, ben, ça part dans tous les sens, ça s'élargit et on maîtrise plus rien. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être hyper prudent.
Mais je pense que c'est toujours pareil, on parle de complémentarité entre des médecines qui pourraient être dites alternatives et douces. En fait, c'est simplement pour essayer de dénigrer presque cette médecine-là, parce qu'en fait, elle est essentielle, cette médecine-là, cette approche-là de l'être humain dans sa globalité. Je pense que c'est une priorité, mais il faut pouvoir compléter si nécessaire avec cette médecine un peu plus technicienne et interventionniste. Mais à un moment donné, peut-être que c'est nécessaire, mais je pense qu'il faut d'abord voir l'être humain dans sa globalité pour pas faire de conneries. Et on en a fait beaucoup, on en fait beaucoup autour de la grossesse, de la naissance et de l'après-accouchement. Beaucoup. Et on parle pas beaucoup de l'après-accouchement, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont sérieusement iatrogènes. Donc voilà, c'est vraiment une grosse problématique. J'adore votre vision, je vais être sage-femme depuis 14 ans, j'ai 18 ans, oh génial! Mais en France, je supporte pas cette façon de voir la femme qui attend son bébé. Oui, on m'a dit, tu sais, un jour, parce que j'étais quand même quelquefois déprimée. Quand on est étudiante sage-femme, on découvre beaucoup de choses de ce monde qu'on a peut-être idéalisé au départ, ou en tous les cas, on ne se rendait pas compte de certains aspects de la profession et de l'approche médicale. Euh, j'ai une tante qui m'a dit un jour, Aurélie, c'est important de mettre de la lumière là où c'est très peu éclairé, là où il y a justement, là où c'est sombre. Mais purée, c'est violent quoi. C'est violent, c'est sûr. C'est hyper violent. Moi, j'ai appris petit à petit à prendre sur moi par rapport à cette violence que j'ai dû subir pendant mes études de sage-femme. J'ai pris sur moi au début mes 3 premières années en tant que sage-femme pour apprendre, désapprendre et essayer de m'adapter au mieux pour garder mon emploi aussi. Mais j'ai essayé de jongler avec ma conscience, mes valeurs et en même temps la confrontation entre l'institution et moi. Et c'est super compliqué parce que on est face à quelque chose qui est géant. Et donc du coup, c'est pas évident. Donc moi, j'avais trouvé cette solution de travailler la nuit dans une structure donc c'était un établissement qui s'occupait uniquement de la gynécologie obstétrique, donc des interventions gynécologiques comme des dessins d'organes, etc. Et donc ce qu'on appelle des prolapsus. Et l'obstétrique, donc tout ce qui était des urgences gynéco-obstétricales, des accouchements bien sûr, et postpartum. Bref, c'était vraiment un établissement où on faisait que ça. Et donc la nuit, j'étais toute seule avec des auxiliaires puères, et il n'y avait pas de médecin, il n'y avait personne à part... donc c'est la sage-femme qui dirigeait l'établissement la nuit. Et là, j'ai pu sortir mon épingle du jeu parce que j'ai pu accompagner les naissances sans pression hiérarchique. J'étais libre, évidemment. Bon, sauf le matin, quand le gynéco arrivait et qui m'a dit qu'est-ce que vous avez fait là Cette dame, elle a eu une césarienne et elle a accouché dans l'eau avec vous sans péridurale. Oui, tout à fait, monsieur. Vous êtes beaucoup trop physiologique, Madame Surmely. Ah oui, oui, oui. Trop physiologique. J'ai eu de ces remarques qui étaient assez rigolotes. Mel de Fraise qui me dit c'est fou quand même que accoucher à l'hôpital est remboursé et pas l'accouchement naturel chez soi, c'est triste. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a 300 € qui sont pris en charge. C'est un forfait. C'est pas uniquement la naissance, c'est le temps de travail, donc tout ce qui se passe en amont, la naissance et le postpartum. Donc tout ça, c'est 300 €. Donc clairement, si on ramène au taux horaire, ça fait mal, sachant que sur les 300 €, c'est du brut, parce qu'après on a les charges derrière. Il y a l'URSSAF, la CARSAF. La CARSAF, c'est la caisse de retraite des sages-femmes. Et l'URSSAF, bien sûr, pour les charges. Donc, ouais, ça fait mal. En fait, c'est vraiment ridicule
Si on ramène au taux horaire, c'est pour ça que les dépassements d'honoraires, on est coincé, quoi. Et encore, on peut toujours pas payer cette assurance pour les naissances à domicile. Donc c'est complètement dingue. Autre question, que doit-on fournir à la sage-femme pour un AAD d'un point de vue matériel? Donc AAD, ça veut dire accouchement à domicile. Qu'est-ce qu'on doit fournir à la sage-femme? Alors, en général, la sage-femme, vous la voyez depuis presque le début de la grossesse. C'est elle qui suit votre grossesse au niveau médical et qui assure la préparation à la naissance et à la parentalité. Donc on la voit régulièrement tout au long de la grossesse et vers la fin, avant la 37e semaine, elle vous propose d'aller chez vous pour visiter un petit peu les lieux, pour voir comment on pourrait aménager, si vous voulez une piscine pour accoucher dans l'eau, ou en tous les cas pour le travail. On essaie de voir comment on peut aménager tout ça, quelle place on peut avoir, s'il y a une petite table pour poser des choses, etc. Et on donne une ordonnance, donc des compresses, du syntocinon, je vais y arriver, c'est l'hormone de synthèse de l'ocytocine. Pour éviter les hémorragies de la délivrance, en fait, on demande aux parents d'avoir 1-2 ampoules dans le frigo, au cas où, voilà. Comme nous, on apporte du matériel pour perfuser, pour ventiler, etc. C'est une réanimation à faire, évidemment, que ce soit maman ou bébé. Tout ce qui est matériel d'urgence, en fait, on le prend avec nous. Quasiment le même matériel que vous pouvez trouver dans des salles d'accouchement. On apporte vraiment tout ce qu'il faut pour répondre aux urgences. À part évidemment la césarienne, là c'est évident qu'on n'a pas ce qu'il faut pour faire une césarienne, mais c'est pas du tout l'intérêt de faire une césarienne. En général, s'il y a un souci, on le détecte largement avant qu'il y ait besoin d'une césarienne, donc il y a un transfert qui se passe de la maison à la structure hospitalière avant que ce soit vraiment nécessaire. Donc voilà, et ensuite donc la sage-femme fait une ordonnance et vous demande de prendre des choses à la pharmacie et de faire une petite collecte chez vous pour rassembler du matériel. Ça peut être une petite bassine, des sacs poubelles, des serviettes, voilà, plein de petites choses. Elle vous conseille aussi d'aménager votre lieu de façon à ce que ça soit très cocooning et qu'il y ait des choses qui soient à portée de main comme de quoi manger ou de quoi boire. Une femme qui est en train d'accoucher, elle a besoin d'énergie et le corps fonctionne énormément avec du sucre. Donc on va essayer d'apporter des choses au corps pour pouvoir le nourrir, surtout si le travail est assez long. Alors la plupart des femmes mangent peut-être volontiers au début, un peu moins après, mais par contre elles ont souvent soif. Je dis elles ont, mais je m'inclus aussi, hein, j'ai accouché. La soif, par contre, est assez présente tout au long, et c'est normal, hein, parce que en fait l'utérus c'est un muscle, et si vous voyez les marathoniens, bah, ils ont tous leur petit truc à boire, leur petite gourde, le petit tuyau là. Donc il faut hydrater bien sûr le corps et puis pour pas qu'il y ait de crampes, il faut bien hydrater, il faut s'alimenter si on en ressent le besoin. Donc c'est vrai que d'avoir un petit buffet comme ça chez soi. Je regarde en direction de ma cuisine parce que je vois le plan de travail et j'imagine tous les petits trucs. Des oléagineux, des fruits frais en salade, des petites choses qui sont sympathiques à manger, à avoir frais et qu'on peut manger rapidement. Hop, on prend une bouchée, on repart. Des petites bouteilles de jus frais qu'on s'est préparées ou des tisanes, voilà. Tout ce genre de choses qu'on peut prendre et picorer comme ça. Donc voilà, il y a le matériel effectivement que vous allez avoir comme la piscine et si vous voulez accoucher dans l'eau à la maison. Voilà. Et la sage-femme, bien sûr, apporte tout son matériel classique, j'ai envie de dire, pour une naissance. Actuellement, je suis en train de faire une formation de naturopathie pour avoir justement cette approche différente avec la médecine holistique, tout à fait. Et oui, c'est hyper essentiel de revenir aux fondamentaux en fait hein, de l'être humain. Donc on fonctionne
sur différents plans. Et si c'est pas harmonieux, s'il y a un déséquilibre, à ce moment-là, il y a plein de choses qui peuvent se casser la gueule, j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup de femmes qui peuvent se bloquer physiquement simplement parce que psychiquement, il y a une appréhension, parce que elles sont en train de penser peut-être à... euh, elles sont en train de penser à leur mère en train d'accoucher ou parce qu'elle lui a dit... Ça m'est arrivé en fait une fois, je suis en train d'y repenser là, justement quand je travaillais avec cette sage-femme en binôme pour les naissances à domicile. Elle m'avait appelée en fait lors d'une naissance à domicile et en fait la maman était complètement bloquée et elle arrêtait pas de dire c'est à cause de ma mère si je me dilate pas parce que voilà, enfin, il y avait toute une histoire forte qui était revenue, qui avait refait surface en fait. Et effectivement, du coup, tout le corps se crispe, se bloque, c'est logique. Tout s'imbrique, on ne peut pas séparer. On peut pas séparer. C'est impossible. Enfin, c'est un ensemble. Donc, c'est vrai qu'il fallait d'abord l'apaiser et calmer les choses au niveau psychique pour que le col continue à bien se dilater. Puis c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Le truc, c'est qu'effectivement, ma collègue sage-femme, à ce moment-là, était prise émotionnellement, parce qu'en plus, elle la connaissait bien, et elle n'arrivait pas à lui faire prendre du recul. Donc moi, comme je suis arrivée, un peu comme un cheveu sur la soupe d'ailleurs, j'ai tout de suite, avec une énergie nouvelle et neuve, on va dire, apaiser les choses parce que j'étais pas prise dans cette énergie, ce tourbillon émotionnel. Faut bien penser que pendant la naissance, il y a vraiment ce tourbillon-là au niveau des émotions. Et que c'est important de temps en temps de prendre du recul. Moi, je sais, en tant que sage-femme, j'avais besoin euh, juste de m'aérer parfois. Parce que des fois, on est tellement pris dans cette énergie que on a du mal à... On se fait emporter des fois avec la maman, alors que c'est à nous d'être la bouée de sauvetage, d'être là, qu'elle puisse s'accrocher à nous. Et donc des fois, c'est important de faire un reset comme ça et de dire ok, on se calme, tout va bien. C'est ok ce qui se passe. Allez, voilà, et de repartir sur une énergie nouvelle. Parfois, c'était même un appel à une collègue sage-femme, hein, tout simplement, euh, ou simplement appeler aussi une autre collègue pour qu'elle vienne si vraiment c'était nécessaire. Donc, on a plein de petites astuces aussi pour sortir de ce tourbillon-là quand on est sage-femme. Et, et voilà. Et cette maman a super bien accouché. Dans l'heure qui a suivi, elle a accouché parce que l'énergie était différente, nouvelle, et paf, 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 paf. Et c'est super important. Et tout ça, c'est incroyable. Et j'ai vraiment appris à être sage-femme, en fait, en accompagnant les mamans, les bébés, les papas, les couples, les familles. Des choses iatrogènes, surtout post-accouchement, comme... Alors, c'est une question que tu me poses, c'est ça? Tu veux savoir ce qui est iatrogène? Alors, je peux te donner un exemple par rapport au streptocoque B. Le streptocoque B, on le recherche en fin de grossesse à partir de la 37e semaine d'aménorrhée avec un espèce de petit coton-tige qu'on appelle un frottis. Donc on va aller mettre ce coton-tige au niveau du vagin, vers le col, les muqueuses. On va prélever quelques cellules endovaginales et on analyse pour voir s'il y a une présence de streptocoque ou pas. Il y a presque une femme sur deux qui a du streptocoque B. Simplement, c'est asymptomatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de signes, de symptômes comme quoi on est porteuse de streptocoque B. Ça n'a pas d'incidence, on va dire, sur nous. Mais par contre, quand le bébé passe dans la filière génitale au moment de la naissance, on se dit qu'effectivement, il peut avoir ce streptocoque B sur lui. Alors en soi, c'est pas du tout grave qu'il l'ait sur lui. Du tout. C'est pas grave du tout. Par contre, ce qui va être problématique, c'est si ce streptocoque B passe dans le sang. Parce que là, il y a une réelle infection. Alors, en général, les bébés, quand ils naissent, ils n'ont pas de blessure. Ils n'ont pas de blessure. Ils naissent, ils n'ont pas d'égratignure. Donc, normalement, il n'y a pas de voie d'entrée. Mais les protocoles font que quand il y a un streptocoque B qui a été détecté, donc déjà on met des antibiotiques à la maman, on pourra en reparler si vous avez envie, mais ça c'est encore un autre sujet. Le protocole c'est d'aspirer en fait, d'aspirer le contenu gastrique du bébé. Donc on met un petit tuyau qu'on fait descendre, hop,
jusque dans l'estomac et on l'aspire. On aspire le contenu au niveau de l'estomac pour voir s'il y a du streptocoque B ou pas. En faisant ça, en fait, en mettant le tuyau, on crée des micro-lésions, ce qui est... Voilà, vous l'avez deviné tout seul, hein, plein de portes d'entrée dans la voie sanguine. Et donc, s'il y a réellement du streptocoque B, là, du coup, il y a plein de portes et plein d'ouvertures pour aller infecter le bébé, ce qui est une aberration en soi. Donc moi, pour dévier un petit peu ce protocole que je trouvais complètement hallucinant, déjà, j'aime pas l'aspiration des bébés, donc ça, c'est une chose. Mais pour répondre à ce protocole-là, en tous les cas, quand je travaillais en structure hospitalière, ce que je faisais, c'est que je prenais ce fameux coton-tige-là qui sert pour faire le frottis vaginal en fin de grossesse pour détecter s'il y a du streptocoque B ou pas. Je le prenais, donc il est stérile évidemment, hein, c'est un nouveau. Et au lieu de prélever le contenu gastrique, j'utilisais ce coton-tige pour aller chercher au niveau de l'intérieur des joues, sur la langue, et je frottais ce coton-tige dans la bouche du bébé, ce qui ne crée pas de micro-lésions. Et on est bien d'accord que s'il y a du streptocoque B dans l'estomac, c'est qu'il est passé par la bouche. Donc a priori, le fait de passer ce coton-tige dans la bouche, ça nous permet de voir s'il y a du streptocoque B. C'est aussi bête que ça, et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas fait. Voilà, voilà. Moi je le faisais, du coup je faisais ça comme ça. C'est d'une logique implacable. Il n'y a pas de micro-lésions et on n'embête pas le bébé. Et voilà, tout simplement. Donc ça fait partie des choses iatrogènes, mais il y en a plein d'autres, parce qu'il y a plein de protocoles qui sont mis en place, qui devraient être mis en question, objectivement parlant. Il y a plein de choses qui sont là depuis des décennies et qui n'ont pas été remis en question, ça n'a pas bougé, mais ça devrait. Et en plus de ça, c'est toujours pareil, mais un protocole, c'est appliqué à tout le monde. Or, on sait très bien et on le sait pertinemment, c'est pas possible que tout le monde rentre dans un moule. On est tous différents. Et les situations sont toutes différentes. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à... effectivement, arriver à gérer le fait que dans les structures hospitalières, il y a beaucoup de monde. Donc, on est obligé d'avoir des protocoles parce que sinon, ça serait compliqué à gérer. Mais il faut aussi augmenter les effectifs et plus de sages-femmes dans les services maternité pour qu'on puisse avoir aussi notre propre jugement et nous dire ok, ça c'est complètement nul de lui faire ça lui va pas parce que et quitte à le faire valider par le gynécologue si c'est quelque chose qui mérite d'être validé par le gynéco, mais en tous les cas voilà, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à tout ça quoi, parce que ce fameux coup du streptocoque B, c'est juste complètement bête, quoi. Il faut quand même s'inscrire dans une maternité au cas où, du coup, elle doit être de niveau 2 ou 3, car on n'y va que si problème, ou ça peut être de niveau 1. Alors, en fait, tu ne choisis pas le niveau, tu choisis simplement la maternité la plus proche de chez toi. Parce que s'il y a un souci, s'il y a besoin d'un transfert, il faut que ça soit rapide. Donc, peu importe le niveau. Ça, c'est pas grave du tout. De toute façon, toutes les maternités sont capables de répondre à des situations d'urgence, à stabiliser la situation, et ensuite, si nécessaire, s'il y a besoin d'un suivi, s'il y a besoin d'avoir des interventions particulières, on transfère à nouveau. Mais on transfère dans un cadre précis et avec des médecins qui suivent, etc., etc. Si tu veux, si par exemple le bébé a besoin de soins particuliers, on va stabiliser, on va peut-être l'intuber si besoin, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Une fois que le bébé est bien stable, il est en couveuse, on sait qu'on ne peut pas le garder par exemple dans un niveau 1 où il n'y a pas de néonatologie, de centre des néonates, on ne peut pas s'occuper du bébé, le surveiller, etc. Donc il va être transféré dans un établissement qui aura de la place, donc c'est vrai que ça peut être loin des fois, et qui pourra s'occuper de ce bébé-là. Pareil pour la maman, si on stabilise, on voit ce qui se passe, et ensuite, si besoin est, on transfère. Mais ce sera de toute façon l'établissement le plus proche de toi, simplement pour ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on répond à une situation d'urgence si besoin est, donc au plus proche.
J'espère que je réponds bien à vos questions. Dites-moi si c'est OK pour vous. Mon amie a failli mourir en lui injectant les antibiotiques dont elle était allergique. Ah ouais, oui. Alors ça, normalement, ça doit être marqué dans le dossier. Le dossier médical. Ça, c'est une base. En général, alors ça, par contre, j'ai rarement vu des erreurs de ce type-là, en tous les cas. On est hyper vigilant par rapport aux allergies. C'est étonnant que ça n'ait pas été noté dans le dossier. Si ça a été noté dans le dossier et que c'est une erreur humaine, c'est possible aussi, évidemment. Donc, c'est chaud, hein. Ouais, c'est pour ça que les naissances à domicile, on ne médicalise pas. On ne médicalise pas parce que quand on médicalise, comme vous avez pu, si vous avez lu mon livre Accoucher sans péridurale, j'en parle au début, je parle de l'effet papillon. C'est-à-dire que à partir du moment où on médicalise, eh bien forcément ça va déclencher d'autres choses dans le corps, ça va bousculer l'équilibre naturel du corps. On quitte la physiologie pour rentrer encore dans un autre aspect, c'est une autre étape, c'est une autre approche de la naissance parce que comme on biaise le corps, et ben, il va falloir compenser. Et plus on va intervenir, plus on compense, etc. Et c'est un espèce d'engrenage. Donc, surtout pas à la maison de médicaliser, surtout pas. On reste dans la physiologie ou si on l'est plus, on part. Mais on s'amuse pas à médicaliser une naissance à domicile parce que là, c'est prendre des risques énormes, en fait. Euh, donc ça, non. En réalité, je me suis souvent sentie beaucoup plus en sécurité en accompagnant les naissances à domicile qu'en structure. Pourquoi? Parce que justement, euh, le fait d'intervenir et de médicaliser une naissance, c'est comme si on s'amusait à allumer un briquet à côté d'une botte de foin. On se dit, ouh, ça prend pas. Ouh, ouh, ça prend pas feu. Ouh. Mais on a peur parce qu'on se dit, mais bon, on est intervenu, quels vont être les effets? Qu'est-ce qui va se passer? Comment le corps va réagir? Comment le bébé va réagir? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Donc on est toujours sur nos gardes et hyper vigilantes et on devient des vraies techniciennes des molécules, quoi. À doser, faire des dosages avec les perfs, l'anesthésie, on n'est pas tranquille, quoi. Ouais, enfin, c'est c'est une responsabilité énorme parce que essayer de faire mieux que le corps, c'est chaud quand même, hein. Donc voilà, je pense que moi j'étais beaucoup plus en sécurité en accompagnant des naissances à domicile. Pourquoi aussi? Parce que tout simplement tout le monde ne peut pas accoucher à domicile. Il y a une espèce de sélection et un tri sur le volet qui est un petit peu rude d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent être déçues parce qu'elles peuvent pas, leur projet peut pas aboutir, parce qu'elles se voient refuser leur projet de naissance à domicile, parce que à un moment donné, la sage-femme a dit non. Ça peut être, d'ailleurs, on peut dire non à n'importe quel moment de la grossesse. C'est ça qui est terrible aussi, c'est que on peut vous dire oui en début de grossesse et puis voir comment la grossesse évolue, puis se dire bah ça me semble pas si évident que ça et que du coup le projet est abandonné. Alors, ça peut être abandonné par l'un et par l'autre évidemment, mais c'est vraiment une sélection terrible. Il faut pas avoir d'antécédents particuliers, il faut être en bonne santé, faut que tout roule comme pas possible, quoi. Et pour accoucher à la maison, il faut aussi que tout soit nickel le jour J, que ça se passe bien, qu'on sente que, que le processus de la naissance se déroule normalement, physiologiquement. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose, même des fois intuitivement, on peut demander un transfert. En fait, on agit vraiment énormément par prévention, quitte à agir de façon presque d'avoir une prévention presque abusive, j'ai envie de dire, excessive, parce que il y a une hypervigilance aussi par rapport à ça. Mais c'est beaucoup plus tranquille quand même, parce que là, on se dit, mais c'est royal. En fait, on a une situation qui est royale, et il faut bien se dire que la naissance, c'est quelque chose de tout à fait naturel.
Et donc, on est face à une situation, c'est du caviar, quoi. Voilà, c'est tellement plus simple qu'une situation où il y a de la pathologie, où il y a de la surmédicalisation, là, ça commence à être autre chose. Il y a une pression des gynécos, j'imagine, souvent à la figure masculine. Oui, d'ailleurs, j'ai écrit un article sur mon blog qui a fait un tabac. J'ai parlé un petit peu dans cet article de cette espèce de... Je vais me faire taper sur les doigts encore, mais de soumission, de ce contrôle, de cette prise de pouvoir, voilà. En fait, il y a des personnes qui sont très territoriales, mais on peut dire qu'il y a aussi des professions qui ont des tendances à... Alors, c'est peut-être pas forcément conscient, c'est ça que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que euh, il y a une espèce on va dire, de pseudo-vérité que la plupart des gynécologues que j'ai rencontrés en tous les cas étaient... comment dire ça pour trouver les bons mots euh, on sentait qu'ils avaient besoin de tout contrôler, de contrôler à leur façon. Oui, ça je l'ai bien dit. Je pense que je l'ai bien dit là. Et donc du coup, on peut appeler ça un abus de pouvoir quelque part parce que c'est très important de travailler en équipe et de laisser la place à l'autre. La sage-femme a du mal à avoir sa place en maternité. Je le répète, et je m'en moque de ce qu'on va me dire, mais la sage-femme devrait être responsable du service de la maternité. C'est la sage-femme qui devrait tenir les rênes du service de la maternité. Personne d'autre que la sage-femme, parce que la naissance est quelque chose de naturel. Alors je parle pour peut-être pas pour les niveaux 3 où il n'y a que des situations pathologiques et on n'est plus du tout dans la physio. Enfin pour les naissances la grosse majorité des naissances qui sont plus du tout dans la physio dans ces établissements-là. Mais en tous les cas, quand c'est un service de niveau 1 par exemple, et ça devrait être géré par des sages-femmes. Tous les protocoles devraient passer par des sages-femmes. Toute la direction que le service va prendre, toutes les valeurs, tout ça, ça devrait être géré par les sages-femmes. C'est elles qui devraient, et personne d'autre. Parce que les sages-femmes sont à l'écoute des parents. Parce que les sages-femmes répondent et agissent en fonction des familles, des bébés, des mamans, etc. Donc, on est votre porte-parole dans les services de maternité. C'est pour ça que c'est important. Donc, clairement, oui, il y a de la pression. C'est évident. Et cet article-là, d'ailleurs, a été publié sur l'Huffington Post. J'ai eu pas mal de réactions de médecins. Et je tiens à m'excuser si j'ai blessé des médecins parce que je suis bien consciente que tous les médecins ne sont pas dans... ne sont pas... J'ai pas envie de généraliser, évidemment, mais bon, quand même, de mon expérience. Je parle de mon expérience, mon vécu, ok. La plupart des gynécologues, c'était pas ça. C'était pas, j'ai envie de te parler, quelle est ta position, comment tu sens les choses, voilà, non. C'était plutôt, hey, chez moi le cowboy. Voilà, et d'ailleurs les parents peuvent le ressentir très fort en salle d'accouchement. Moi j'ai déjà été surprise 1 milliard de fois dans la salle d'accouchement avec les parents dans une atmosphère très paisible. C'est le moment, bébé arrive, la tête commence à arriver, et tout d'un coup la porte s'ouvre. Et là on voit le gynéco arriver, tout habillé en cosmonaute, avec les bottes en plastique et là on se dit bon, oui certes, ok. C'est-à-dire que je pense que les gynécologues c'est très complémentaire à la profession de sage-femme et que eux ils sont formés pour la pathologie et nous pour la physiologie. Et normalement en tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne. On a chacun notre rôle et on devrait être complémentaires. Et donc quand ça se passe bien, un gynécologue n'a pas à rentrer dans une salle d'accouchement, qu'on soit clair. Quand ça se passe bien, un gynécologue qui est formé à la pathologie n'a pas à rentrer en salle d'accouchement. Et oui, j'assume ce que je dis, complètement.
Merci. Est-ce que la prise en charge de l'accouchement est différente si la mère est résus négatif et le père résus positif? Est-ce rédhibitoire pour la AD? Non, pas du tout. En fait, effectivement, donc là, c'est une situation un petit peu particulière, mais c'est pas pathologique. Donc ça va être un petit peu long à expliquer là sur le direct, donc je vais pas expliquer tout ce qui tourne autour de ça. Mais on va faire un prélèvement sanguin au niveau du cordon pour s'assurer du groupe du bébé. On fait un groupage. Alors maintenant, les pédiatres ont tendance à dire qu'il vaut mieux prélever directement le sang au bébé pour faire le groupage que le sang au cordon. Mais le sang prélevé au cordon, nous permet de savoir très rapidement si le bébé est résus positif ou négatif. Ça nous permet de voir effectivement si on a besoin ou pas d'agir en conséquence pour éviter que la maman développe des anticorps anti-résus. Donc c'est pas du tout une contre-indication à l'accouchement à domicile en tous les cas. J'avoue que dans les Yvelines, aucune ne pratique l'AAD. Oh, punaise, carrément. Du coup, cela engendre quand même des inquiétudes de ce qu'il peut arriver à apprendre à faire confiance au corps médical. Merci de briser les tabous. Ouais, alors bon, effectivement, 60 sages-femmes en France, c'est très peu. Et il y a plein d'endroits en France où on est très très pauvre en sages-femmes pratiquant les accouchements à domicile. C'est super pénible cette histoire. Il y a plein de sages-femmes qui aimeraient faire de l'accompagnement global, mais qui se freinent à cause de l'assurance aussi. Donc ça, c'est encore autre chose. Alors, je pense qu'il faut aussi essayer de se rassurer par rapport aux structures hospitalières. Il faut se rassurer en ayant des bonnes informations et en y allant en s'étant bien préparé. Vous devez vraiment avoir des informations sur la structure où vous allez et suffisamment d'informations sur la physiologie de la naissance et à deux si vous êtes en couple pour pouvoir être ensemble et travailler en équipe. Il faut toujours s'imaginer, quand on est en structure hospitalière, que la sage-femme qui sera présente, c'est juste la cerise sur le gâteau. Vous devez être le gâteau. Elle, c'est juste la cerise sur le gâteau. Il y a beaucoup de parents qui sont déçus parce qu'ils disent mais en salle d'accouchement, mais en fait la sage-femme on la voit pas. Elle nous dit rien, elle vient pas nous expliquer. Alors, c'est pas qu'elle nous dit rien bien sûr, mais concrètement elle est surbookée. Moi ça m'est déjà arrivé d'être, donc on a des gardes de 12 heures, d'avoir 7 naissances en même temps, juste pour moi. 7. Comment c'est possible de faire un bon travail comme ça? 7 naissances en 12 heures. Autant vous dire que on touche pas terre et qu'on ouvre la porte, on fait ça va, it's okay. On regarde le monito, le rythme cardiaque du bébé, la maman, et on referme la porte et on va voir la suivante, etc. etc. Donc c'est évident que là, si les parents s'attendaient à ce que je sois là et dans la salle pour leur expliquer, pour les accompagner, pour faire mon job de sage-femme en réalité, et ben malheureusement c'est pas possible. Donc il faut vraiment être bien préparé. C'est pas peu de le dire. Donc il y a beaucoup de parents qui sont choqués parce qu'ils se disent mais c'est pas possible, cette sage-femme elle vient 5 minutes toutes les heures pour examiner le col en plus, voilà, hop. L'examen qui est pas super agréable et en plus toutes les heures, alors que maintenant on sait très bien que c'est pas intéressant de le faire toutes les heures et que c'est pas souhaitable. Mais bref, donc évidemment que là on est très très loin de ce qu'on peut s'imaginer et que quand on se retrouve dans une salle d'accouchement entre 4 murs, on est là et il y a la table d'accouchement, il y a le fauteuil pour le papa et puis après on sait plus, on n'ose pas bouger, on se dit qu'il faut rien toucher parce que je sais pas, ça a l'air tout stérile tout ça, puis il y a plein de machines et pas du tout à l'aise et c'est pas du tout propice à la naissance physiologique, pas du tout. Mais pas du tout. Qui c'est qui se mettrait sous un cialytique entre 4 murs enfermés dans un endroit qu'on connaît pas, où on a l'impression qu'il y a des machines qui bipent de partout
Et on se dit, mais bah, on a plutôt envie de fermer les jambes, de serrer les fesses, et pas de s'ouvrir et de laisser son bébé passer. Il y a une espèce d'appréhension, et même des fois inconsciente, hein, carrément. C'est pour ça que ça va être important d'être bien préparé. De se dire, ok, bon, les spots là déjà, on va les éteindre, tac tac, il y a un variateur en fait au niveau du cialytique, donc on peut le diminuer, mettre le cialytique, le projeter contre un pan de mur à l'opposé, et donc ça fait une petite luminosité sympa, mettre des tapis au sol, des oreillers, des ballons, et tout de suite on a une autre atmosphère. Si on est bien préparé, on peut faire tout ça, mais si on ne sait pas et on n'ose pas, bah, du coup, en général, la maman elle reste sur la table d'accouchement et le papa dans son fauteuil ou debout à côté de sa femme. Et voilà. Et donc du coup, c'est compliqué parce que comment gérer les contractions effectivement sans péri quand on est dans cette situation, et comment gérer aussi quand on a une péridurale, euh, et comment accompagner son bébé quand on a une péri, une fois qu'on peut plus bouger du haut du ventre jusqu'aux orteils. Comment ça se passe? Est-ce que je peux aider mon bébé quand même à naître? Comment je peux l'accompagner? Il y a tellement de choses, donc c'est tellement important de se préparer. Je le redirai jamais assez. Je sais qu'il y a deux courants de pensée. Il y a des femmes qui disent, hein, mais en fait, les femmes, elles accouchent depuis la nuit des temps, elles n'ont pas besoin de préparation. Mais non, c'est vrai, elles n'avaient pas besoin peut-être avant. Mais depuis qu'on accouche à l'hôpital, c'est pas la même chose. Mais surtout, on a aussi des connaissances qui nous permettent d'accompagner la naissance différemment maintenant. On a des prises de conscience, on connaît plusieurs, plusieurs aspects de la naissance, et on commence à découvrir des choses hyper intéressantes, et on peut accompagner différemment les naissances, et c'est intéressant. C'est pas uniquement, on n'est plus dans uniquement la survie, on est dans l'accompagnement global de l'être humain, je répète, mais du coup on peut se permettre maintenant que ça soit bien vécu, que la maman elle ait voilà, que cette expérience de vie, de naissance, soit bien vécue. On peut se permettre ça maintenant. On sait qu'elle va, en tous les cas, avec toutes nos connaissances et notre technique, etc., on sait qu'on peut survivre. Maintenant, on sait aussi qu'on peut bien le vivre. Donc, la prépa, pour moi, c'est un cadeau qu'on se fait, clairement, et pas qu'à soi, au bébé aussi. Dites-moi si je réponds bien à vos questions, n'hésitez pas. À propos des résus, mon père a été exsanguiné à la naissance. Pourquoi? Alors là, tu me poses des questions. J'ai peur de parler d'une problématique un peu trop longuement pour ce direct. Mais en réalité, quand on a un résus négatif et que le papa est résus positif, il se peut que le bébé soit résus positif et la maman ne reconnaît pas le résus. Donc, pour la première grossesse, ce n'est pas un souci pour le bébé. Mais par contre, l'organisme de la maman va fabriquer des anticorps contre le résus. Elle va former son bataillon de guerre, et pour le deuxième bébé, la deuxième grossesse, tout le bataillon est prêt. Si le résus positif du bébé, si c'est à nouveau un résus positif, donc là du coup, tout le monde est au taquet, et effectivement, ça pose souci pour le bébé. Donc clairement, ces anticorps-là sont très embêtants. C'est pour ça qu'on vérifie et on fait un groupage au bébé à la naissance, et notamment en prélevant du sang au cordon, et qu'on donne aussi, on fait une injection à la maman en maternité, en fonction de tous ces résultats aussi. Hein. Mais là, c'est une problématique très particulière, mais je pense que pour le direct là, c'est un petit peu trop pointu. Si tu veux aller plus loin et si tu veux avoir d'autres infos, je veux bien en privé si tu veux plutôt. De rien, de rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Je sais qu'on peut aussi faire des FaceTime. Donc si quelqu'un a envie de faire une vidéo avec moi, vous pouvez me faire la demande. Si. Comme ça, je ne suis pas toute seule à l'écran.
Et vous pouvez me poser votre question de visu. Merci beaucoup pour ces réponses. Mais de rien, avec plaisir. Il y a tellement de choses à dire sur la naissance. Oh, je vois que j'ai 25 secondes restantes. J'ai dû faire 1 heure déjà. Bah oui. Donc ça va couper, Instagram va couper. J'espère que ça a été pour vous. Je vous embrasse très fort du coup. Ça va couper. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se voit pour un prochain direct questions-réponses. N'hésitez pas à me dire les thématiques qui sont importantes pour vous et si vous voulez qu'on reparle de la naissance à domicile. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.